Ils l'ont menotté dans son propre avion, et il ne savait même pas qui il était vraiment. Ce qui s'est passé ensuite a changé une compagnie aérienne pour toujours. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne L'Envers du Masque. On se retrouve juste après. Thomas Lambert baissa son livre. Il était installé en 2A, côté hublot. Un simple sweat gris, de vieilles baskets, un roman de poche adouci par des années de poche de veste. 90 secondes plus tôt, il avait laissé 10 € de pourboire à une serveuse fatiguée pour un café à 3 € et il avait aidé une vieille dame à hisser sa valise sur l'escalator sans un mot. Personne ne le remarquait jamais. C'était exactement comme il l'aimait. « Il y a une question sur votre carte d'embarquement », dit l'agent de porte. « Vous avez une seconde pièce d'identité. »« C'est bien la 2A, » répondit Thomas. « Vous voulez rescanner ?» Julien Petit, la trentaine, un badge autour du cou, une tablette qu'il n'utilisait presque jamais, à peine un regard. C'est la première classe. Je dois juste vérifier que vous êtes au bon siège. Thomas tendit sa carte d'identité. Julien l'étudia bien plus longtemps que nécessaire, la tournant dans la lumière, regardant la photo puis son visage, encore et encore. De l'autre côté de l'allée, une femme en perles sirotait du champagne en 3C. Un homme au costume froissé casait son sac dans le coffre au-dessus. Personne ne leur demandait rien. Thomas remarquait toujours ce genre de détails. Julien cliqua son stylo, 2 fois, 3 fois, puis se dirigea vers l'office avec la carte d'identité toujours entre les doigts. « C'est à moi, » dit Thomas. « Une seconde, monsieur. » À travers le rideau entrouvert, Thomas le vit lever une radio, baisser la voix, tourner l'épaule pour ne pas être vu. Il n'avait pas besoin d'entendre les mots. Il posa la carte d'anniversaire de sa mère, glissait dans son sac au moment du départ, retournait sur son genou et garda ses mains ouvertes et visibles, comme il s'était entraîné à le faire depuis longtemps. L'homme qui traversa le rideau était plus âgé, la cinquantaine, large d'épaules, un badge de chef de la sûreté à la ceinture. Marc Rousseau. Il regarda Thomas comme on regarde une tache. « Première classe, hein ?» laissa-t-il traîner. « Vous volez souvent par ici. »« Quand je voyage, oui. Il y a un problème. Ça dépend. » Rousseau glissa la carte d'identité dans sa propre poche de chemise. « 20 ans que je fais ce métier, j'ai un instinct pour les gens. Et là, mon instinct me dit quelque chose de fort sur vous. La cabine s'était tue. » Thomas entendit la femme en perles chuchoter à son mari. « Moi, au moins, j'ai payé ma place. »« J'ai payé la mienne aussi, » dit Thomas, « comme tout le monde ici. » « Bien sûr. » Rousseau se redressa et activa sa radio. « Oui, c'est Rousseau. J'ai besoin d'une seconde équipe porte décepte. Individu non coopératif à bord. Non coopératif. » Thomas n'avait pas élevé la voix une seule fois. Il n'avait même pas quitté son siège. « En attendant, dit Rousseau, les bras croisés, on va clarifier une chose. Vous avez une preuve que vous avez payé ce siège. La carte d'embarquement est la preuve. Et la preuve. Vous tenez une pièce d'identité. C'est réservé au nom d'eux. N'importe qui peut imprimer une carte d'embarquement, dit Rousseau en désignant sa veste d'un signe de tête. Je parle d'une vraie preuve. Montrez-moi votre banque. Le débit. La demande était si absurde qu'il fallut un instant à Thomas pour être sûr d'avoir bien entendu. De l'autre côté de l'allée, l'homme au costume froissé fixait son téléphone, prenant bien soin de ne pas lever les yeux. Personne ne lui demandait, à lui, d'ouvrir son application bancaire. Personne ne le lui demanderait jamais. Le refus resta un instant sur sa langue, toutes les raisons pour lesquelles c'était injuste. Puis il pensa à la seconde équipe en route, aux 40 personnes qui observaient, à son propre lit au bout de tout ça. Alors il sortit son téléphone, ouvrit l'application, fit défiler jusqu'au débit. Le nom de la compagnie, sa carte, le tarif exact. Il tourna l'écran vers Rousseau. Voilà. Payé intégralement il y a 3 jours. Rousseau y jeta un coup d'œil d'une demi-seconde. Ça pourrait être le compte de n'importe qui. Il y a mon nom dessus. Les noms, c'est facile. Il avait déjà déplacé les règles du jeu parce que la preuve n'avait jamais été le sujet. Thomas, en rabaissant son téléphone, comprit exactement où tout cela menait.
Il était déjà passé par là, dans une centaine de petites pièces, toute sa vie. Il n'avait simplement jamais pensé que ça arriverait dans l'un de ses propres avions. Rousseau ouvrit le coffre au-dessus et sortit le bagage cabine de Thomas, comme s'il s'agissait déjà d'une pièce à conviction. « Vous ne pouvez pas fouiller ça, dit Thomas, à moitié levé de son siège. Je ne consens pas. Asseyez-vous. » Rousseau lâcha le sac sur le siège vide à côté et l'ouvrit d'un coup sec. « Sur cet appareil, je n'ai pas besoin de votre permission. Ce n'était pas vrai, et une part de lui le savait sans doute. Mais la cabine était pleine de gens qui n'allaient pas l'arrêter. Il fouilla devant tout le monde. Une chemise pliée, un chargeur, une boîte de médicaments pour la tension de sa mère, que Thomas avait promis de renouveler. Il tenait chaque objet un instant de trop, narrant du regard. « Regardez ce qu'on a là. » Puis ses doigts se refermèrent sur quelque chose au fond, un badge plastifié sur un cordon. La photo de Thomas, le logo de la compagnie, le mot directeur en lettres nettes. Le cœur de Thomas se souleva, juste un peu. « C'est mon badge d'entreprise, dit-il. Regardez-le. Regardez vraiment. » Rousseau y jeta un œil. Il vit le logo. Il vit le titre. Il vit le visage, identique à celui devant lui. Et il le jeta dans le sac. « Faux, dit-il. Ou volé. Des gens comme vous, ça ne dirige rien. » La cruauté était presque nette. La réponse littérale à sa propre question était là, dans sa main, et il l'avait jetée parce qu'elle ne collait pas à l'histoire qu'il avait déjà écrite dans sa tête. Dans l'allée, l'hôtesse apparut, 2 verres d'eau à la main. Léa Fontaine les posa. Il n'a causé aucun trouble. J'étais là depuis le début. Restez en dehors de ça, dit Rousseau sans se retourner. C'est une affaire de sûreté, mais il était juste assis. Un mot de plus, et vous quittez cet équipage. Le ton claqua comme une porte. La bouche de Léa se ferma. Elle croisa le regard de Thomas, et sur son visage se lisait une excuse qu'elle n'avait pas le pouvoir de tenir. La porte de la cabine résonna. 2 agents supplémentaires arrivèrent par la passerelle, chaussures qui grincent, Rousseau redressa les épaules. Il avait son public, et maintenant ses renforts. « Vous descendez de cet appareil, dit-il. »« Sur quel motif ?» demanda Thomas, toujours assis. « Sur le motif que je le dis. » Thomas sentit le piège se refermer dans son propre corps. S'il résistait, la vidéo montrerait un homme noir qui se débat, et il l'emmènerait quand même. Il n'y avait aucune version où son calme le sauvait. Alors il fit un choix. Il posa doucement la carte de sa mère sur le siège, leva les 2 mains, lentement, ouvertes, et parla assez fort pour que tous les téléphones l'entendent. « Je ne résiste pas. Je veux que tout le monde filme ceci. Je ne résiste pas. » « Malin, dit Rousseau, et il saisit son bras. Le cliquet des menottes traversa la cabine. Ce bruit sec et laid des dents métalliques. L'acier froid se referma d'abord sur un poignet, puis sur l'autre. Il n'avait commis aucun délit. Il avait montré une carte d'embarquement, une pièce d'identité, un débit bancaire, un badge d'entreprise. Et on le menottait en première classe pour le crime de s'y être assis. Ils le relevèrent. Son épaule heurta un dossier. Une chaussure glissa et resta derrière. Le sac cabine bascula, répandant son contenu sur la moquette. La chemise, les médicaments et la carte d'anniversaire de sa mère, qui atterrit ouverte dans l'allée juste avant qu'une botte ne s'abatte et n'écrase une empreinte sale sur son écriture. Thomas vit la scène se dérouler. Quelque chose se serra dans sa poitrine, blanc et tendu. La voix d'un enfant s'éleva, claire et brillante. « Maman, pourquoi ils font mal à ce monsieur ?» Personne ne répondit. Ils le firent traverser la cabine, la passerelle, jusqu'au regard fixe et éclatant du terminal et l'assirent sur un banc dur contre la vitre, ses affaires encore éparpillées dans l'avion derrière lui. Les 3 agents se détournèrent, un petit mur de dos, et rirent une fois bas. Un agent d'entretien qui passait la serpillière non loin croisa le regard de Thomas et le tint. Il fit un tout petit signe de tête. Thomas le lui rendit, puis il glissa la main dans son sweat, sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Opération Ciel de Lumière,
ici Camille. Camille, c'est Thomas. Il tourna légèrement le dos aux agents, la voix basse. Je suis à la porte D7. Je suis menotté. Votre équipe de sûreté m'a fait descendre à 16h40 et m'a menotté devant toute la cabine. Venez maintenant. La ligne resta silencieuse un instant. Je quitte mon bureau tout de suite. Ne dites plus un mot à personne. Rousseau avait remarqué l'appel. Vous appelez qui, votre avocat ? Ça ne vous fera pas rattraper votre vol. Pas mon avocat, dit Thomas, calme comme une écho immobile, la personne qui dirige cette compagnie. Rousseau éclata d'un rire bref. Puis une porte claqua de l'autre côté du hall. Camille Vidal traversa la zone d'embarquement à grands pas, ses talons frappant le carrelage comme des coups de feu, son badge se balançant. Elle ne regarda même pas Rousseau. Elle se baissa directement face à Thomas, les yeux fixés sur les menottes. « Monsieur Lambert, qui vous a mis ça ? Reculez, dit Rousseau. C'est une affaire de sûreté. Elle se releva et se tourna vers lui, et sa voix porta jusqu'au moindre recoin de la porte d'embarquement. Voici Thomas Lambert, fondateur et directeur général de Ciel de Lumière. Il possède cette compagnie. Il possède l'appareil dont vous venez de le traîner hors. Il signe votre salaire. Le silence eut une texture. Il se propagea dans la foule, téléphone après téléphone, jusqu'à ce qu'un passager, près de l'avant, le murmure à voix haute. Ils ont menotté le patron. Le regard de Rousseau glissa, malgré lui, vers le sac toujours renversé sur le banc, vers le badge plastifié, celui qu'il avait qualifié de faux 10 minutes plus tôt. Il était là, à ses pieds, là où il l'avait jeté. Le sang quitta son visage par vagues. Un peu plus loin, la femme en perles, celle qui avait dit qu'elle au moins avait payé, reposa son verre lentement, le visage devenu blême. L'homme qui voulait que tout aille vite trouva soudain ses chaussures très intéressantes. « Enlevez-lui ça, » dit Camille. L'agent tâtonna avec la clé. Les menottes s'ouvrirent d'un clic. Thomas fit rouler son poignet, des marques rouges gravées dans la peau, et se releva de toute sa hauteur. Il ne triompha pas. Ce n'était pas ce genre de pouvoir qu'il portait. « Vous vouliez que je prouve que je pouvais me payer ce siège, » dit-il doucement. « Je possède l'avion. Monsieur Lambert, je n'avais aucun moyen de savoir. Vous aviez un badge d'entreprise avec votre visage dessus. Vous l'avez appelé faux. Vous avez dit que vous receviez des consignes sur qui surveiller. C'est. Je suivais. Et je correspondais aux consignes, laissa-t-il tomber. C'est exactement le problème, dit Thomas. On devrait traiter les gens avec dignité, même sans savoir qui ils sont. Un homme ne devrait pas avoir à posséder l'avion pour s'asseoir en paix. Rousseau n'eut aucune réponse. Les excuses s'étaient taries. Thomas se tourna vers Camille, cloue au sol chaque appareil de Ciel de Lumière. Rien ne bouge tant que je ne sais pas comment c'est arrivé et qui l'a permis. Monsieur, c'est toute la flotte. 140 appareils, je sais combien d'avions je possède. L'ordre partit en moins d'1 minute. D'un bout à l'autre du pays, les écrans passèrent du vert au rouge, porte par porte. Les moteurs s'éteignirent. 140 appareils immobilisés sur le tarmac. Tout ça à cause de ce que 3 personnes avaient en fait à la porte D7. Rousseau et les 2 agents perdirent leur badge dans l'heure. Il fut poursuivi pour détention arbitraire, une fouille sans consentement, une privation de droit sous couvert d'autorité. Julien Petit perdit son poste et ne se défendit pas. Il témoigna quand même, et devant les caméras, il dit la chose à voix haute. Il n'avait pas l'air d'appartenir à ce siège-là. En s'entendant parler, il devint livide. Puis vint l'audit. Thomas ordonna d'ouvrir les dossiers que l'ancienne direction avait enterrés. 9 plaintes contre Rousseau en 6 ans, presque toutes venant de passagers issus de minorités visibles. Toutes tamponnées non fondées. Un homme peut être cruel, dit Thomas devant son conseil d'administration. Il faut une institution entière pour le protéger. Les responsables qui avaient détruit ces 9 dossiers furent aussi écartés. Au procès, le procureur figea l'image sur l'instant où Rousseau tenait le badge de directeur et le jetait. Il avait la preuve en main.
Il avait lu le titre. Il l'avait appelé faux parce que la vérité ne collait pas à l'histoire qu'il avait choisie. 9 fois avant celle-ci. Le verdict tomba, coupable. Ce que Thomas construisit ensuite dépassa les gros titres. Une charte des droits du passager affichée à chaque porte d'embarquement. Vous avez le droit de filmer. Vous avez le droit de demander pourquoi. Un médiateur indépendant. De vraies formations menées par Léa. Et un fonds de bourse dont les 9 premiers bénéficiaires portaient les 9 noms enterrés. La carte d'anniversaire de sa mère, l'empreinte de bottes jamais totalement effacée, il l'a fait encadrer. Elle est accrochée dans son bureau aujourd'hui, le plus petit objet du mur, et celui qu'il regarde le plus souvent. Si vous pensez que le respect ne devrait jamais dépendre de qui la personne s'avère être, abonnez-vous à notre chaîne L'Envers du Masque pour plus d'histoires de justice silencieuse et dites-nous en commentaire, auriez-vous été celui ou celle qui aurait osé parler ? Ceci est une histoire de fiction, créée à des fins narratives.